Je sais pas si c'est le cas pour vous, mais à force de regarder des shonen neketsu depuis qu'on est tout petit, y a plein de trucs qui me dérangent. Les scénarios prévisibles, les power-ups venus de nulle part. Le fait que le héros principal au début, tu crois c'est un mec comme toi, il va faire une ascension sociale de baiser. Au final, non frère, c'est le fils de la destinée, il a tous les pouvoirs cheatés, son ancêtre c'est Tartampion The Bee, il a créé le monde. Wesh, ça pue sa mère, tu peux même pas t'identifier, wesh. Mais à mes yeux, il y a un shonen en particulier qui se démarque en sortant des clichés habituels. Un shonen où le scénario il est vraiment différent, imprévisible et novateur. Un shonen qui a sûrement le meilleur système de pouvoir de tous les mangas que j'ai eu la chance de lire dans ma vie. Un shonen qui a un univers tellement riche, tellement fascinant que c'est le seul qui peut rivaliser avec One Piece. Et j'irais même jusqu'à dire qu'en vrai, si c'était bien maîtrisé, il y a moyen que ça soit même mieux que One Piece. Et ouais les frères, quand on parle de Hunter x Hunter, on en est là. Est-ce qu'on serait pas sur le shonen ultime finalement? Wesh les gars, ça dit quoi? C'est l'Even. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver les gars parce qu'on parle d'une œuvre. Que dis-je, d'un chef-d'œuvre que j'apprécie tout particulièrement. Moi personnellement, Hunter x Hunter, ça me fait penser à Derrick Rose à son prime. Pour ceux qui sont pas familiers avec l'univers de la NBA, il faut savoir que Derrick Rose, c'est un joueur qui l'espace d'une saison a eu un niveau stratosphérique. Pendant cette saison, il a gagné l'équivalent du Ballon d'Or pour le basket, donc le titre de MVP devant des joueurs comme LeBron James, Kobe Bryant. Et peu de temps après ça, il s'est fait les ligaments croisés, ce qui a mis un terme à son prime. Et dans la sphère basketball, Derrick Rose, c'est un peu considéré comme un talent gâché. Et Hunter x Hunter, c'est un peu pareil. Pour ceux qui sont familiers avec le monde du manga, vous savez que Yoshihiro Togashi, donc qui est le créateur de Hunter x Hunter, il a de graves problèmes de santé qui l'empêchent de pouvoir sortir des chapitres régulièrement de Hunter x Hunter. Mais Yoshihiro Togashi, à l'image de Derrick Rose, on sait qu'à leur prime, ce qu'ils peuvent proposer c'est exceptionnel, encore une fois c'est stratosphérique. Et je pense que si Hunter x Hunter ça avait une parution hebdomadaire un peu comme One Piece, on aurait sûrement eu le droit à quelque chose qui se rapproche vraiment de la perfection. Dans le sens où Hunter x Hunter c'était sur une lancée exceptionnelle avec un enchaînement d'arcs incroyable. Mais ça c'est quelque chose qu'on va voir plus tard dans la vidéo. Déjà on va parler français les gars, l'animé de Hunter x Hunter de 2011. C'est une des meilleures adaptations que j'ai eu l'occasion de voir de toute ma vie. Que ça soit la manière dont les enjeux, dont la tension allait amener. La musique frère. De toute façon nique sa mère les droits d'auteur, je suis pas encore monétisé mais là tes doigts m'écoutent frère. Je trouve vraiment que l'animé de 2011, il a sublimé le manga au point de dire, et c'est rare que je dise ça les gars, d'habitude je dis à tout le monde de lire des mangas, mais c'est une des seules œuvres où je vais dire aux gens de se rediriger vers l'animé parce qu'il est vraiment qualitatif. Mais qu'est-ce qui rend Hunter x Hunter si qualitatif que ça en fait? Non mais en soi c'est une bonne question parce que depuis le début de la vidéo je suis en train d'encenser Hunter x Hunter sans expliquer le pourquoi du comment en fait. Et croyez-moi les gars, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles j'encense autant Hunter x Hunter et on va voir ça tout de suite les gars, bonne vidéo. Donc je pense que si t'as cliqué sur cette vidéo, je pars du postulat que t'as déjà regardé Hunter x Hunter ou que tu connais à peu près de quoi ça parle. Mais pour se remettre dans l'ambiance les gars, on va quand même rappeler les bases et de quoi ça parle Hunter x Hunter en fait. Dans le monde de Hunter x Hunter, il y a des gens qui se démarquent par leur profession. Et cette profession, c'est les hunters. Et les hunters, c'est des gens qui accomplissent des missions difficiles qui sont pas accessibles pour le commun des mortels. Et faut savoir que quand t'es un hunter, t'as plein d'avantages dans la vie. Tu peux tuer des gens sans être poursuivi en justice. T'as accès à plein d'opportunités qui font en sorte que t'aies bien toute ta vie niveau financier. Et ce que je sous-entends, c'est qu'en gros, les hunters, c'est l'élite mondiale. Genre, c'est vraiment la pointe de la pointe chez les humains dans cet univers. Et en gros, nous on suit l'histoire d'un blédard qui vient d'une île paumée qui veut devenir hunter pour marcher sur les traces de son père. Parce qu'il faut savoir que son daron il l'a abandonné pour être hunter et assouvir ses ambitions. Donc son fils il va se dire quoi? Nique sa mère, j'ai envie de suivre le délire du daron, je vais me barrer de chez moi, je vais encore abandonner tante Mito, Miskin là elle est toute seule frère. C'est des enculés, ils l'ont tous abandonné en vrai. Bref, et en gros le scénario c'est Gon qui veut retrouver son daron pour... en vrai on sait pas vraiment en fait. Non parce que j'ai re-regardé l'œuvre, en vrai pourquoi il veut retrouver son daron? Il est chelou un peu. En gros c'est juste une manière de justifier le fait qu'il part à l'aventure. Bref ça c'est le scénario dans les grandes lignes, mais les gars ce qui est compliqué quand on explique Hunter x Hunter à quelqu'un, c'est qu'à chaque arc ou saga, t'appelles ça comme tu veux, on a l'impression qu'on est dans un autre manga frère. Genre on commence avec l'examen Hunter, après dans le même manga on a un film de Martin Scorsese sur la mafia, après on a un arc sur un jeu vidéo taille réelle. Et en fait cette faculté que a Hunter x Hunter de se réinventer à chaque arc, c'est ça qui fait sa principale force selon moi. Parce qu'on va pas se mentir que quand on regarde un shonen, on sait à peu près à quoi s'attendre. On va rarement être surpris et les arcs entre eux ils se ressemblent souvent. Par exemple dans One Piece. Alors les gars m'insultez pas si je prends One Piece en exemple, ça me fait mal au cœur parce que pour moi c'est la plus grande œuvre
œuvre que j'ai jamais vue de ma vie. Ça veut dire, ça me fait mal au cœur de le dire les gars, mais entre les arcs en vrai il y a une certaine redondance. Entre l'arc Alabasta, Dressrosa, Wano Kuni, en gros c'est Luffy qui arrive sur une île, il va niquer le boss, Zoro il va combattre le sous-boss, Sanji va combattre le deuxième sous-boss, bref c'est à peu près le même schéma en fait. Sauf que dans Hunter x Hunter c'est complètement différent et c'est justement là que ça tire son épingle du jeu. À chaque arc il y a une nouvelle tonalité, une nouvelle couleur, un nouveau sujet, un nouveau thème. Et ça c'est une qualité que j'ai vraiment retrouvée dans très peu de shonen neketsu. Avoir cette faculté de se réinventer, de raconter quelque chose de nouveau les gars c'est vraiment exceptionnel. Parce qu'il faut comprendre un truc central avec Hunter x Hunter. On est dans un shonen neketsu, tout ce qu'il y a de plus normal. Sauf que Hunter x Hunter ça vient vraiment casser les codes du shonen neketsu au point où on a l'impression parfois de lire un seinen. Et un seinen pour ceux qui ont un trou de mémoire c'est les mangas pour adultes avec des thématiques assez sérieuses etc. Parce que quand on lit un shonen traditionnel on sait que le héros il va jamais perdre. Il va jamais mourir, il va jamais perdre ses pouvoirs. Ou alors ça va être provisoire. Et c'est ce manque de conséquences dans les shonen en général qui fait qu'en fait c'est lassant. Parce que tu sais que le héros principal il va retrouver ses pouvoirs d'une manière ou d'une autre. C'est inconcevable qu'il perde ses pouvoirs parce que sinon il n'y a plus d'histoire en fait. Et justement Hunter x Hunter ça déroge à la règle. Parce que dans Hunter x Hunter quand le héros principal il perd ses pouvoirs, bah il perd vraiment ses pouvoirs en fait. Gon quand il a eu son power-up face à Pito et qu'il est devenu adulte et qu'il l'a niqué, bah la contrepartie à ce moment là c'était qu'il perde ses pouvoirs. Et pour le coup il a vraiment perdu ses pouvoirs. Et sur la suite des événements vu que Gon il a perdu ses pouvoirs, bah il peut plus faire face aux menaces qui arrivent dans le manga. Et du coup il a complètement été évincé de l'intrigue principale. Et ça pour un shonen traditionnel c'est inconcevable. Alors c'est possible de mettre son personnage principal en retrait, mais de autant le mettre sur le côté, limite il est même plus central. Et c'est une des principales forces de Hunter x Hunter d'arriver à jongler entre le shonen et le seinen. Et quand je dis que Hunter x Hunter c'est le shonen parfait, c'est là où je vais en venir. Parce que c'est un shonen où les thématiques les plus sombres vont être abordées. Et attention, les thématiques sombres elles sont beaucoup abordées dans les shonen en général. C'est juste qu'elles sont montrées en surface. Les détails les plus dérangeants etc. ils vont pas être mis en avant. Ça va être souvent édulcoré ou dans le meilleur des cas ça va juste être sous-entendu. Sauf que dans Hunter x Hunter même les trucs les plus sales ils vont être montrés à l'écran. Je vais vous donner un exemple qu'on a tous oublié mais vous vous rappelez quand Pamua devait s'infiltrer dans le château des fourmis chimères. Bah sa stratégie pour récupérer des informations et les envoyer aux hunters qui sont à l'extérieur, ça va être de coucher avec le ministre Bizev alors qu'elle en a pas forcément envie, pour lui soutirer des informations. Et ça c'est des méthodes qui sont utilisées dans la vraie vie, sauf que c'est quand même assez choquant comme méthode. Mais évidemment qu'on rentre pas dans les détails, mais la manière dont c'est amené, on comprend en fait ce qui se passe. Ce qui est bien, c'est que ça nous montre l'ampleur de la menace des fourmis chimères au point où on doit utiliser ce genre de méthode. Alors dans cette vidéo, je vais beaucoup prendre en exemple l'arc des fourmis chimères les gars, mais c'est pour une raison simple. Pour moi, c'est un des meilleurs arcs que j'ai jamais vu de ma vie. Vous savez comment j'aime trop Dragon Ball? Bah dites-vous, je le mets au même niveau que l'arc Namek ou l'arc Saiyan. Et je vais oser le dire, mais des fois, selon mon humeur, c'est même peut-être un peu au-dessus. Mais ça, faut pas le dire trop fort, t'as vu? Parmi les autres aspects qui vont en faveur de Hunter x Hunter vis-à-vis de son scénario, il y a évidemment ses personnages. Pour vous remettre dans le contexte, Hunter x Hunter, ça commence avec l'arc de l'examen Hunter. Et qui dit examen dit épreuve. Et ces épreuves vont être orientées pour montrer les différentes facettes de la personnalité des protagonistes. Et ce qui va être principalement développé dans cet arc, ça va être la relation entre Gon et Killua. Avec les épreuves, on va comprendre que Gon c'est quelqu'un d'assez simplé, d'assez niais. Mais c'est aussi quelqu'un de très déterminé et qui fonce dans le tas sans réfléchir, peu importe la puissance de l'adversaire. A l'inverse, Killua c'est quelqu'un de plus réfléchi, quelqu'un de plus posé et plus calme. Et si un adversaire est fort, il va privilégier la fuite. Et ces deux personnages en soi, ils représentent deux extrêmes. Et la relation entre ces deux personnages, elle va vraiment évoluer au fil de l'œuvre. Parce que comme je vous l'ai dit auparavant, plus Hunter x Hunter avance, plus les tonalités deviennent sombres, les thématiques deviennent sérieuses. Donc par extension, Gon il prend en maturité. Et Killua pareil. Quand Gon il allait attaquer Pito sans réfléchir et qu'il allait mourir bêtement, c'est Killua qui l'a assommé. A l'inverse, quand Killua il avait perdu toute sa confiance en lui, bah c'est Gon malgré lui qui l'a encouragé à sortir de l'emprise que son frère il avait sur son esprit. Et déjà avant même de parler des autres personnages qu'il y a dans Hunter x Hunter, les deux protagonistes et la relation qu'ils entretiennent entre eux elle est vraiment réussie. Elle évolue au fil de l'œuvre, elle est notamment remise en question par Killua. Là on est sur une belle relation entre deux protagonistes. Et vu que je casse les couilles et j'aime bien faire des comparaisons, bah par exemple la relation entre Naruto et Sasuke pour moi elle est un peu ratée. Dans le sens où c'est un peu le même schéma, les deux ils représentent un peu un extrême avec Naruto qui est assez solaire et Sasuke qui est assez sombre. Les deux personnages pour moi ils sont super bien écrits mais la relation qu'ils entretiennent entre eux, elle est pas catastrophique non plus mais elle est un peu sans saveur. Et ça vient notamment du fait qu'elle a pas été assez développée. Alors certes il y a des remises en question entre Naruto et Sasuke, mais c'est pas aussi central que dans Hunter x Hunter et c'est pas aussi bien amené je trouve. Et quand dans la deuxième partie du manga retrouver Sasuke c'est l'objectif principal de Naruto, bah ça fait un peu chier, t'as l'impression que Sasuke c'est sa meuf, on dirait deux ex qui se détestent. Alors que si dans Hunter x Hunter ce cas de figure il serait arrivé, bah on aurait plus de facilité à comprendre le fait que Gon il veuille retrouver autant Killua. Parce que leur relation elle est vraiment complémentaire et elle évolue au fil du temps. Et même si c'est pas verbalisé, on ressent énormément l'amour que Gon a pour Killua et inversement. Mais un aspect qui est tout de même très important, c'est notamment le développement du personnage principal. Et encore une fois, je me répète, mais vraiment c'est important que vous le compreniez, avec Hunter x Hunter, plus on avance dans l'intrigue, plus les situations deviennent vraiment dramatiques, vraiment sérieuses, limite ça en devient horrifique.
Et par extension, Gon il devient plus mature, plus pragmatique. Et le climax de ce que je suis en train de vous dire les gars, c'est durant l'arc des fourmis chimères. Parce que malgré que Gon ça soit le héros principal dans Hunter x Hunter, c'est pas forcément quelqu'un qui va essayer de faire le bien. Alors certes il est honnête, il va jamais faire le hagar, mais il a jamais montré qu'il était vraiment gentil en vrai, il suit juste ses envies. Et ce qui va vraiment être intéressant c'est dans l'arc des fourmis chimères les gars. Quand on va mettre Gon en face d'un dilemme. Devant lui, il a la personne qui a tué un de ses proches. Un proche auquel il était vraiment attaché. Il a envie de lui niquer sa mère, il a envie de la tuer tout de suite. Sauf qu'en même temps qu'il a envie de la tuer, bah cette personne qui est Néféro Pito, qu'on va appeler Pito pour faire plus simple, elle est en train de sauver quelqu'un. Et ce quelqu'un, les gars, c'est vraiment l'archétype de la victime. Une femme de petite taille, aveugle. On est vraiment sur le personnage le plus faible de tout Hunter x Hunter. Et Gon, juste devant lui, il avait l'occasion d'assouvir sa vengeance, sauf que s'il faisait ça, bah il y avait une innocente qui mourrait. Cette frustration entre sa vengeance et son humanité, elle est montrée comme ça. Et grâce à cette situation qui a amené un dilemme moral à Gon, on a vraiment été amené à le voir sous toutes ses facettes. Et ça a vraiment confirmé le fait que Gon c'était pas quelqu'un de fondamentalement bon. Alors certes c'est pas quelqu'un de méchant non plus, mais il y a vraiment une nuance dans sa personnalité. Et ça le rend plus humain, ça le rend plus compréhensible, ça le rend plus profond je trouve. Et en plus, dans sa manière d'être, Gon il dénote un peu avec les clichés du shonen. Alors je vais pas rentrer dans le piège de dire que tous les héros de shonen ils se ressemblent, mais il y a des traits caractéristiques qu'ils ont en commun, ça c'est vrai. Et parmi ceux-là, il y a le fait de vouloir sauver tout le monde, d'être gentil, d'avoir le cœur pur. Et c'est pas du tout un défaut, c'est juste que ça fait du bien de voir un peu quelque chose de différent pour une fois. 渡す一体できれば彼女次ゴタゴタ言ったらそいつを殺す Et dites-vous, on a commencé avec un petit blédard sur une île paumée qui était vraiment honnête, gentil, qui savait rien du tout à part le fait qu'il voulait devenir Hunter. Mais parmi les nombreux personnages d'Hunter x Hunter, il y a évidemment les méchants. Et en vrai, dire que c'est des méchants, c'est un peu un abus de langage, c'est des antagonistes. Parce qu'en soi, tu comprends leur motivation, par exemple la Brigade Fantôme. C'est des mecs qui sont issus de la Zermie, de malades mentales, ils ont vécu la Hesse, laisse tomber frère, ils viennent d'un bidonville, tu pètes ton crâne. Et ça veut dire c'est des enculés, ils tuent des innocents, c'est des voleurs, etc. Mais t'arrives un peu à comprendre leur point de vue. Mais pour moi, la masterclass dans Hunter x Hunter au niveau antagoniste, c'est vraiment Meruem. Les gars, je vais avancer quelque chose qui relève de mon avis. Mais Meruem, facilement top 10 des meilleurs méchants que j'ai vus dans ma vie dans des mangas. Facilement. Ah, il se promène dans le top 10, les gars, facile. Parce qu'au début, quand il apparaît, tu te dis c'est quoi cette menace de fou, en mode il mange tout le monde, il s'en bat les couilles, il tue même ses congénères et tout. Donc tu te dis ouais, on va être face à un mec qui est super fort mais qui est pas si profond que ça. Sauf que plus on avance, plus il se pose des questions sur lui-même. Et encore une fois, Togashi il va opposer deux extrêmes. Mais ouais, à ce moment-là, c'était le plus fort du manga, il va être opposé avec Komugi, qui est sûrement la plus faible du manga. Elle est aveugle, c'est une femme, elle fait 1m20. Elle est pauvre. Le mec, il rajoute des infos inutiles, Zarma, elle est pauvre, elle est faible. Et la relation entre ces deux personnages, elle va vraiment être intéressante. Le personnage le plus fort qui est pris d'affection pour le personnage le plus faible. Mais les gars, faut savoir que dans Hunter x Hunter, le scénario, il se repose aussi sur son univers. Parce que l'univers de Hunter x Hunter, il se suffit à lui-même pour faire une vraie intrigue intéressante. Et on voit ça tout de suite, les gars. Les fourmis contre lesquelles vous vous êtes battus n'étaient pas originaires de ce monde. Ce n'est pas le genre de choses qu'on apprend à l'école. Les adultes qui ont un peu de bon sens évitent de toucher à cette boîte de Pandore. En d'autres termes, le monde que nous connaissons n'est qu'une toute petite partie d'un tout beaucoup plus vaste. Donc depuis le début dans Hunter x Hunter, les aventures de nos personnages elles se passaient ici. Donc là on a une carte du monde de Hunter x Hunter avec tous les continents existants. Sauf qu'il faut comprendre que dans Hunter x Hunter, cette partie-là du monde elle représente que la partie émergée de l'iceberg. Pour que vous compreniez, bah vous voyez Meruem, un des mecs les plus forts, si ce n'est le plus fort qu'on a eu l'occasion de voir se battre dans Hunter x Hunter. Bah dites-vous lui, il vient pas du continent qu'on connaît. Il vient d'une zone qu'on appelle le continent caché. Et sans trop rentrer dans les détails, le continent caché c'est une zone dans laquelle il y a des denrées de malade mental. Genre des plantes qui guérissent n'importe quelle maladie, des sources d'énergie inépuisables qui peuvent être utilisées à l'infini, et plein d'autres trésors qu'on n'a pas découverts. Sauf que ces trésors ils sont défendus par des monstres, et ces monstres c'est pas n'importe lesquels, c'est des menaces, c'est des catastrophes. En comparaison, Meruem il est beaucoup plus inférieur que ces menaces là. Ou en tout cas Meruem c'est un peu un avant-goût des menaces qu'il y a dans le continent caché. Et en soi dans la thématique du jour c'est pas tant le continent caché qui nous intéresse, c'est les opportunités scénaristiques que ça peut donner. Et là franchement je tire mon chapeau les gars. Là où tout le monde s'attendait à un arc bien shonen, bien neketsu, avec des bagarres, des menaces, des combats, des trucs de fou. Non, la saga du continent caché a démarré avec une guerre de succession de malade mental. Digne des plus grandes heures de Game of Thrones. Ah non mais frère, je m'attendais à tout sauf à ça. Alors je vous l'accorde les gars, lire cet arc en manga c'est une calamité, c'est affreux. Parce que je suis pas là pour faire le fanatique aveugle. C'est respectable que Togashi continue les dessins etc. Mais qu'est-ce que ça casse les couilles. Regardez cette planche. Bon elle est super connue pour critiquer Hunter x Hunter etc. On va pas se mentir, c'est pas agréable à lire. Mais quand tu passes outre ça, ce qui est vraiment difficile, tu te rends compte qu'on est bien loin d'un Neketsu, on va juste utiliser des rapports de puissance, etc. pour faire bander les lecteurs. Et attention, moi ça m'aurait pas dérangé d'utiliser des rapports de puissance, des transformations, en veux-tu, en voilà. Moi je kiffe, je suis un gros bébé cadom comme je vous l'ai dit. Tu me mets juste un peu d'émotion, de la bagarre, de la tension, je pleure sur le poulet frère.
Mais là, le contre-pied avec lequel l'arc il commence, c'est trop, frère. Mais plus sérieusement, le continent caché, ça a le potentiel d'être le plus grand arc de tout manga confondu. Parce que vu ce que Togashi nous a fait juste avec un château et des fourmis chimères, on est comme des oufs, c'est générationnel ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais là, avec une zone qui est beaucoup plus étendue, avec des nouveaux personnages, un contexte de guerre de succession, et surtout un contexte de découverte, d'aventure. Et quand on connaît l'attrait que porte Togashi pour le mystérieux, l'occulte, on peut rapidement être amené à être fasciné. Et ce truc d'être fasciné par une œuvre, par un contexte, par une histoire, c'est ce qui fait selon moi en partie les grands récits. Parce que quand t'es amené à faire des théories, à t'imaginer ce qui va se passer, à vraiment être curieux et vouloir en apprendre plus sur une œuvre, c'est vraiment ça que moi je kiffe. Un peu à l'image de One Piece. Et même au-delà du manga, c'est quelque chose que j'ai du mal à retrouver dans n'importe quel média. Cette espèce d'engagement personnel que t'as vis-à-vis d'une œuvre, où t'es vraiment intrigué, où tu te sens vraiment concerné par ce qui va se passer. Franchement, pour susciter ça chez moi et chez des millions de lecteurs, faut vraiment le faire. Et c'est pour ça que j'ai pas peur de vous dire sur mes deux appuis que l'arc du continent caché d'Hunter x Hunter, ça a le potentiel d'être le plus grand arc de tout manga confondu. Et si Togashi flop pas et nous fait comme il fait d'habitude, franchement, je suis très confiant de ce qui va se passer dans les prochains chapitres ou dans les prochaines années vis-à-vis d'Hunter x Hunter. Et qui dit continent caché, les gars, dit créature super forte. Et qui dit créature super forte, la mort qui tue, bah il faut les niquer. Et pour les niquer, il faut se battre. Et pour se battre, il y a des systèmes de pouvoir. T'es mal la transition de merde. Mais les gars, dans Hunter x Hunter, le système de pouvoir, c'est sûrement le meilleur de tout manga confondu. Et les combats, les gars, dans Hunter x Hunter, c'est quelque chose. L'inventivité qu'ils ont, waouh. Mais on va voir ça tout de suite. Le nen, pour faire simple, dans Hunter x Hunter, c'est l'énergie vitale qui compose chaque individu. Et en fonction de la personnalité, du vécu, des difficultés qu'il a rencontrées dans sa vie, un individu va appartenir à une catégorie de naines très spécifique. Par exemple, pour des personnages qui sont francs, honnêtes et qui foncent dans le tas sans réfléchir, ils vont être du renforcement, comme par exemple avec Gon ou Vogin. Et des sous-catégories de naines comme le renforcement, la matérialisation, la spécialisation, il y en a 6 au total. Et déjà, le premier point qui va être intéressant avec ce système de pouvoir, ça va être le fait qu'il va différer entre chaque individu. On peut avoir des pouvoirs qui sont assez simplistes, comme ceux de Gon par exemple, où il va juste donner des patates, il va découper ou il va envoyer son naine par projection. Et en même temps, on peut avoir des pouvoirs qui sont plus cérébraux, plus intellectuels, avec par exemple ceux de Knuckle, où ça va se baser sur de la patience, sur de la stratégie, etc. Et ce qui est bien avec ce système de pouvoir qui est le nen, c'est que grâce à la variété de pouvoirs que ça offre, bah les résultats des combats ils sont souvent incertains. Dans le sens où évidemment il y a des personnages qui vont avoir une expérience bien plus accrue au combat, une maîtrise du nen beaucoup plus aiguisée, ou tout simplement des attributs physiques bien plus avantageux que les autres. Sauf que malgré tout ça, il y a des adversaires plus faibles qui ont moins d'expérience qui peuvent venir à bout de leur adversaire. Et ça, c'est notamment dû à leur utilisation du nen, parce que le seul moyen de battre un adversaire plus fort que soi, c'est d'être plus intelligent que lui. Et ça, on a notamment pu le voir avec le combat entre Boomer et Gon. Alors à ce moment-là du manga, Boomer il est beaucoup plus fort que Gon, que ce soit niveau puissance, que ce soit niveau expérience. Il n'y a aucun domaine où Gon il rivalisait avec Boomer. Et ça, on a pu le voir quand ils se sont combattus. Quand Gon il a voulu tester ses limites et le combattre frontalement, bah il a perdu un bras. Mais au préalable de ce duel, Gon, Killua et Biscuit ils ont mis en place une stratégie avec les pouvoirs de Gon. Et quand tu vois les pouvoirs de Gon comme ça, tu te dis c'est juste des grosses patates ou des gros coups de ciseaux. Ou à la limite tu peux envoyer des projectiles avec son naine. C'est pas un truc de fou, c'est juste offensif quoi, y a pas de stratégie à avoir avec un pouvoir pareil. Mais ça c'est sous-estimer l'aspect stratégique des combats dans Hunter x Hunter. Parmi les 3 candidats qu'il y avait pour combattre Boomer, il y avait Gon, Biscuit et Killua. Et déjà, le premier choix stratégique qui a été fait, c'est de mettre Gon face à Boomer. Et pourquoi avoir mis Gon face à un Boomer beaucoup plus puissant? Bah ça, vous allez le comprendre très vite. Bref, le combat se déroule, mais Gon il s'aperçoit qu'il peut vraiment rien faire en 1v1 classique. Mais ce qu'ils ont fait au préalable, c'est qu'ils ont mis un piège là où Gon et Boomer étaient censés s'affronter. Et pourquoi avoir mis Gon à cet endroit-là? Parce que c'était le seul parmi les 3 qui pouvait détruire le sol avec ses grosses patates de bourrin. Bon, en soi, Biscuit, elle pouvait le faire, mais ça, c'est un débat, et au pire, on s'en bat les couilles. Gon, c'est le héros principal, quand même, abuse pas, frère, faut pas qu'elle fasse tout, l'autre connasse. Parce que certes, on a construit un gros trou pour mettre Boomer dedans, mais si Gon, il tombe dedans aussi, c'est un problème. Sauf que non, ils avaient préparé un petit endroit où Gon, il allait se faufiler pour se cacher. Et de là, ils ont utilisé une des cartes de Grid Island qui est un énorme rocher. Et ce rocher, il va être utilisé pour piéger Boomer. Et une fois que Boomer, il était piégé et qu'il pouvait plus rien faire, Gon, il a ressurgi de sa cachette et il lui a mis une grosse patate de débile. Tu vois, malgré tout, quand un combat il est stratégique, ça finit toujours par une grosse patate comme on aime. Bon, évidemment, je vais pas vous citer tous les exemples de combats stratégiques qu'il y a dans Hunter x Hunter. Et ce qui est bien, c'est que les combats ils sont pas là juste pour nous émerveiller, pour se dire ouais il est trop fort lui et tout. Alors certes c'est un peu le cas, faut pas abuser le combat entre Netero et Meruem. Il y a des trucs impressionnants, il y a des trucs shonen typiques. Des grosses attaques, des esquives de ouf, des arrachages de jambes, etc. Sauf que le combat en soi il sert au scénario, il sert au développement du personnage de Meruem. Ce combat c'est un peu un affrontement contre lui-même. La seule raison pour laquelle il a accepté ce combat, c'est le fait que Netero il connaissait son prénom. Et Meruem il voulait savoir comment il s'appelait parce qu'en dehors du fait qu'il soit un roi, il savait pas c'était qui. Il était juste cantonné à cette fonction. Et il a estimé que vaincre son adversaire pour savoir son prénom, c'était nécessaire pour savoir c'était qui. C'était pas juste un combat comme ça entre 2 boss finaux d'un arc.
C'était surtout une quête identitaire pour l'antagoniste principal de l'arc. Mais pour moi, le meilleur combat, ou en tout cas le meilleur affrontement de tout Hunter x Hunter, c'est celui contre Razor. Déjà, le premier aspect qui me fait dire ça, c'est le fait que ça soit un affrontement, un combat qui réside sous le prisme du sport. Et ça, c'est original de baiser. Après, t'as vu, moi, je suis un mec, je suis partisan du fait que originalité n'est pas guise de qualité. Parce que le truc avec l'originalité et les choses qui ont jamais été faites auparavant, c'est que quand c'est réussi, c'est une dinguerie de malade mental, ça marque les esprits à tout le monde. Mais il y a plein de gens qui essaient de faire des trucs originaux qui puent la merde, frère. C'est pas parce que quelque chose a jamais été fait que c'est forcément bien, frère. Gamberge. Mais pour en revenir avec l'affrontement avec Razor, déjà ce qui est bien, c'est que Gon et Killua ils sortaient d'un entraînement de malade mental concocté par Biscuit. Ça veut dire on est content de voir les résultats de cet entraînement et tout. Carrément, il y a Gon qui développe une technique de fou. C'est quasiment la première fois où on voit son pierre papier ciseaux bizarre là. Et au-delà de ça, si c'était un affrontement classique avec Razor qui se pétait avec Gon et Killua, c'est sûr qu'il se serait fait enculer. Parce qu'à ce moment-là, le contraste entre Gon et Killua, qui étaient certes talentueux, de malade mental et tout, c'était des Mbappé du naine. Bah comparé aux hunters professionnels ou aux vrais méchants de ce monde, bah ils étaient éclatés un peu. Et pour finir, je vais le dire 1000 fois, mais l'avantage d'avoir fait un affrontement sportif avec la balle aux prisonniers, ça met vraiment en avant l'aspect tactique, l'aspect stratégique. Et ça veut dire on est vraiment immergé dans le combat. Et c'est grâce au système de pouvoir et au combat que selon moi dans Hunter x Hunter, les affrontements c'est vraiment une grande qualité de la part de l'auteur et du manga. Mais malgré toutes les qualités que j'ai énoncées auparavant, les gars, j'ai bien l'impression que Hunter x Hunter, ça va rester un potentiel gâché. Et quand je dis ça, en vrai de vrai, j'ai tort parce qu'on a pu voir ce que Hunter x Hunter, ça a pu nous offrir à son prime. L'arc Fourmi Chimère, Yorkshire City, etc. On a pu voir ce que c'est Hunter x Hunter, on a pu voir à quel point c'est incroyable. Sauf que les gars, j'ai l'intime conviction que si Togashi allait bien et que s'il avait un rythme comme par exemple celui d'Eiichiro Oda, qui est très soutenu, je vous l'accorde, mais qui a un rythme qui va permettre de développer son univers, nous offrir de la richesse, etc. Je pense que les gars, sincèrement, on serait vraiment sur un manga, les gars, pas forcément aussi populaire que One Piece, c'est même pas ça la question. Mais on serait sur quelque chose de très très qualitatif. Mais malheureusement, les gars, ça va rester inexploité en vrai de vrai.